Dans un monde où le rythme de vie ne cesse d'accélérer et la prédominance des écrans nous éloigne de l'essentiel, comme la nature, nous-mêmes et les autres, il est important de retrouver des espaces d'ancrage, de lien et de sens. Certaines redonnent à la nature sa place en faisant d'elle une alliée pour le bien-être physique, psychique et mental. Évidemment, la question se pose. Que peut apporter cette reconnexion avec les vivants, les animaux, des gestes simples, notamment aux enfants, aux jeunes et aux vulnérables? Il existe des fermes thérapeutiques en pleine croissance en Europe et ailleurs qui ouvrent des portes prometteuses pour nous accompagner dans une manière innovante. Pour nous expliquer davantage sur ce sujet, on a Louise Espitalier-Noël, Occupational Therapist. Bonjour. Bonjour. Et Manon Moujean, psychologue clinicienne et psychothérapeute, tous deux fondatrices d'Autrement, une ferme à visée thérapeutique nichée à Newborn, plus précisément à Helvetia, de la région de Saint-Pierre, et bien sûr à Maurice. Bon, quel lien existe-t-il entre Newborn et Autrement aujourd'hui? Donc, Newborn, pour ceux qui ne connaissent pas, est un collectif de professionnels qui propose une approche thérapeutique et pédagogique alternative. Et c'est comme ça que c'est à travers Newborn, en fait, que Manon et moi, on s'est rencontrés, toutes deux étant thérapeutes intervenant avec Newborn. Oui, tout à fait. Ça nous paraissait avoir beaucoup de sens de collaborer avec une structure pareille. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Autrement, c'est une ferme qui est indépendante et on est vraiment... on a construit la ferme finalement dans les jardins avoisinants Newborn et on collabore au quotidien avec cette chouette équipe qui nous a permis de nous rencontrer. Magnifique. Magnifique. Donc effectivement, cette collaboration-là a beaucoup de sens parce qu'on a vraiment une mission commune avec Newborn, celle d'améliorer la santé mentale et physique, le bien-être des Mauriciens. Wow, excellent, excellent. Et en quoi consiste l'approche thérapeutique à Autrement? Alors, Autrement, c'est vraiment une ferme à visée thérapeutique où on a décidé de mettre la nature et les animaux au cœur du soin, que ce soit dans les sessions individuelles ou groupales qu'on propose. Donc effectivement, nos sessions sont vraiment basées sur les activités de la ferme, finalement. Donc ce qui donne un côté vraiment proche du réel et meaningful aux bénéficiaires de nos sessions. Donc vraiment, finalement, les jeunes sont eux aussi co-créateurs de cette ferme qui deviennent aussi la leur. Et donc, ils développent finalement, à travers tout ça, un sentiment d'appartenance unique à la ferme. Lorsque tu dis co-créateur, Louise, tu peux expliquer un petit peu le concept de co-créateur? Ouais, finalement, le jeune arrive lui aussi avec ses idées. Donc, par exemple, si on leur dit ensemble, on a besoin de créer l'enclos des lapins qui vont arriver bientôt, où est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? Comment vous aimeriez faire? Qu'est-ce qu'il aura besoin, le lapin? Donc, on les invite aussi dans la réflexion, on les accompagne, mais dans leur réflexion, dans leur créativité, pour que finalement, ils soient impliqués vraiment individuellement, chacun, dans les décisions. C'est vraiment un lieu où on va inviter à prendre le temps, à respecter la temporalité de chacun. Et dans un groupe, il y a des rythmes vraiment différents. On va vraiment faire en sorte d'adapter finalement à chaque rythme. On prend le temps, on écoute. C'est vraiment un lieu d'expression libre de la créativité, des ressentis de chaque personne finalement qui intègre nos thérapies. Et puis, je pense qu'un aspect vraiment important pour nous en tant que thérapeutes et aussi pour nos patients, c'est d'être vraiment dans l'instant présent. On se vraiment reconnecte à l'instant présent. Je pense que la nature et les animaux nous aident dans cette démarche-là. Et cette connexion finalement à l'environnement. Et c'est comme ça que les apprentissages qui sont très liés aux priorités thérapeutiques prennent place de manière hyper naturelle finalement et on se défait finalement de quelque chose de très scolaire où là les choses se passent vraiment de façon fluide durant la session. Wow, excellent. Et pourquoi l'idée du groupe thérapeutique? Donc on a
en fait, déjà, chacune, Manon et moi, des sessions qu'on fait en individuel. Donc, elle, vraiment, en tant que psychologue clinicienne, moi, en tant qu'occupational therapist. Mais depuis le début de notre aventure, autrement, la première chose qu'on a mise en place ensemble, c'était de co-créer un groupe thérapeutique où finalement les jeunes sont regroupés en fonction de leurs besoins. Donc, dans le groupe A, ils auront plus ou moins les mêmes besoins, le groupe B, plus ou moins les mêmes besoins, ainsi que l'âge qui joue aussi, en tout cas l'âge de développement. Et donc, on offre finalement, à travers ces groupes-là, un suivi hebdomadaire régulier pour une réelle prise en charge. C'est ça. Et finalement, avec Louise, on s'est très vite rendu compte que la dimension sensorielle et psycho-affective, elle était hyper liée, étroitement liée. Et du coup, on a décidé d'unir nos pratiques parce que du coup, on a vraiment un regard assez complémentaire. Et donc, le groupe, finalement, il vient un peu comme une micro-société permettre un petit peu de repérer les dimensions un peu interpersonnelles des patients, par exemple, comment il se positionne dans le groupe, quelle place il prend, comment le patient va entrer en lien, que ce soit avec nous les adultes, figure un peu d'autorité, ou alors les autres enfants, et quels mécanismes de défense se mettent en place, etc. Finalement, le groupe permet d'observer des choses où parfois, dans la thérapie individuelle, on ne va pas pouvoir observer ces enjeux-là, et du coup, ça nous donne des informations de ce qui peut se passer, par exemple, dans les autres sphères, comme l'école, ou à la maison aussi, dans les fratries, etc. Tout à fait. On va vraiment se rapprocher vraiment du réel, du quotidien, à la fois des jeunes, aussi de leur famille ou même du corps enseignant, des challenges réels de leur vie quotidienne. Et c'est vraiment là aussi la pertinence de nos métiers qui sont hyper complémentaires. Elle va voir des choses que je n'ai pas vues et vice-versa. Et où finalement l'échange est hyper riche à la fois pour nous, mais à la fois pour les patients et leurs familles qui finalement se retrouvent pris vraiment en charge et accompagnés par une équipe et des regards croisés intéressants. Complémentaire, veut dire c'est cross-fertilisation avec expertise. Complètement. Et vraiment, autrement, on a une approche thérapeutique où on veut vraiment l'apprendre de façon globale, que ce soit émotionnel, relationnel, sensoriel, il y a vraiment physique. Donc c'est vraiment dans la globalité du patient. Et ma prochaine question, c'est lorsque j'étais à Melbourne, je crois que c'était les phases initiales lorsque j'étais rencontré, moi j'étais émerveillé par la ferme. Et Louise et Manon, dites-nous pourquoi accompagner à travers les animaux, parce que moi je crois que c'est quelque chose d'unique. Moi j'ai pas vu ça, on risque de vous dire honnêtement. Et chez vous, je crois que c'est quelque chose d'assez unique. Alors pourquoi à travers les animaux? Alors, en fait, nous sommes toutes les deux intimement convaincus que les animaux sont de merveilleux thérapeutes et parfois, de façon humble, meilleurs que nous. Et ils vont vraiment être déjà, ils sont dans le non-jugement, les animaux. Ils vont pas porter de jugement pour les personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles. Ils sont face à des animaux qui sont que dans la bienveillance pure et dure, finalement. Et donc, à travers les animaux, on va travailler de façon subtile et détournée tout ce qui est la question des émotions. Et donc, la question des émotions, la régulation émotionnelle et notamment, par exemple, la frustration. Un enfant qui va arriver rempli de colère, par exemple, il va être tendu, les animaux vont le ressentir, ils sont très sensibles à ça, mais que nos animaux vont le ressentir, notamment par exemple nos chiens. Et si l'enfant, il avait vraiment à cœur de travailler avec des chiens, mais il arrive très en colère, les chiens ne vont pas être réceptifs. Et du coup, l'animal en lui-même va le pousser finalement à trouver une solution en lui pour s'apaiser, pour finalement redescendre, se repositionner un peu dans son attention, dans sa concentration pour pouvoir être de nouveau en lien avec l'animal. Donc ça va être vraiment travailler des notions qui sont hyper importantes et aussi travailler dans la ferme. On travaille aux côtés du vivant, donc il y a des animaux, ils sont vivants et du coup on va travailler des notions du quotidien. Par exemple, dernièrement on a eu le décès de certaines poules, on va travailler du coup le deuil, la question de la mort. Donc on va aborder des notions finalement qui peuvent être difficiles d'une manière quotidienne à aborder, mais du coup vu que c'est un écosystème vivant, on va être amené à travailler tout ça et puis parfois des notions beaucoup plus positives comme la grossesse, et on avait accueilli récemment les poussins qui sont devenus de jeunes coqs. Donc voilà.
Ouais, complètement. Effectivement, cette notion de lien est vraiment au cœur de nos sessions, de groupe encore plus, parce que c'est aussi le lien entre les jeunes, mais même en individuel, du lien à l'animal qui est souvent plus facile. On a quand même une grande partie des patients qu'on accueille qui sont pour aujourd'hui non-verbaux. Et donc, effectivement, les animaux n'ont pas de langage verbal comme on l'entend. Et finalement, ce lien est donc plus facile sans cette barrière de langage et de façon beaucoup plus instinctive. Donc, par exemple, on va aller dans le poulailler et un enfant qui a beaucoup de mal à créer du lien va juste lancer de la nourriture en étant émerveillé par la sensorialité, le visuel de la nourriture qui tombe. Bah, finalement, sans même avoir l'intention sur le coup, il aura créé un lien aux poules qui vont, elles, venir vers lui. Et là, on en a déjà un petit bout de lien qui se crée, qui est au début inconscient pour l'enfant, mais au fur et à mesure des séances et à son rythme, il aura compris que quand il lance, c'est donc pour les poules. Donc, il y a donc une intention derrière de créer du lien, d'être en contact. Et peut-être ça crée l'inclusion sociale. Complètement. On est vraiment là dans un espace où chacun a sa place et justement, ça rejoint le non-jugement de l'animal vers nous. L'enfant va aussi être encouragé finalement à prendre conscience de son cœur. Donc on va être dans le prendre soin de l'animal, prendre soin du chien, c'est peut-être laisser le chien sauter chez nous ou apprendre que c'est trop pour nous, donc le pousser, le caresser, être en contact avec les cochons d'Inde, mais c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus fragile, donc la force qu'il faut utiliser est complètement différente. Donc comment est-ce qu'on adapte finalement et comment est-ce qu'on est conscient de la force, de l'espace de notre corps qu'on utilise. Donc là, on est vraiment dans une dimension psychocorporelle hyper importante pour ces jeunes-là et qui sont des bases d'une interaction. Donc, ils vont finalement apprendre qu'en se mettant trop près de quelqu'un, on ne peut pas créer de regard, on ne peut pas créer d'interaction. Et ce, à travers le lien à l'animal. Il y a aussi quelque chose à noter, c'est que les animaux, ils ont beaucoup moins de stimuli visuels. Nous, chaque visage humain, on va avoir des caractéristiques précises. Certains vont avoir des grains de beauté, d'autres des lunettes. Certains vont être très expressifs au niveau du visage, etc. Les expressions nous trompent. C'est ça, et ça fait beaucoup d'informations visuelles. Et pour certains enfants, ça fait beaucoup à décoder. Et du coup, les animaux, ils sont beaucoup plus, finalement, ça va être beaucoup plus accessible, les émotions des animaux. Quand un chien a peur, il va ramasser sa queue, par exemple. Donc, en fait, notre rôle à nous, en tant que thérapeute, ça va vraiment être de partir des émotions, d'identifier les émotions des animaux et de pouvoir les nommer auprès de ces enfants-là et progressivement les amener à identifier leurs propres émotions. Et pour certains de nos patients, du coup, c'est parfois plus facile de d'abord comprendre et de nommer l'émotion de l'animal pour par la suite se dire, en fait, moi aussi, je suis en colère ou moi, quand je suis en colère, je réagis comme ça, ou quand, par exemple, papa ou maman est en colère, ils réagissent comme ça. Donc, on va, à travers les animaux, on va leur apprendre à décoder finalement ce qui se passe autour dans leur environnement du quotidien. Et peut-être, si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, et ça aussi aide à réglementer l'émotion des enfants, par exemple, en termes d'émotions. À se réguler. Exactement. Oui, effectivement. Tout à fait, parce que du coup, même les études montrent que le rythme cardiaque, par exemple, d'un animal, par exemple, le fait de caresser le chien, de sentir son rythme cardiaque, ça va vraiment faire ressentir un sentiment de sécurité. Ça peut venir apaiser. C'est un rythme qui est assez régulier. Donc pour les enfants qui sont, par exemple, sur l'hyperactivité, ça va les aider à se poser. Et on le remarque en session, par exemple, quand les chiens sont présents, souvent les enfants sont plus en groupe, on leur court un peu moins après, ils sont vraiment plus présents à la session et ça apporte quelque chose de très chouette à observer aussi pour eux. Complètement. Et finalement, nous aussi, on se détache de cette dimension que le thérapeute doit faire, en fait. On est des fois juste en tant qu'observateur et il y a déjà quelque chose de très riche qu'on peut observer, qui peut nous apprendre, comment, en fait, finalement, avancer avec ces jeunes-là et nous donner ce recul dont on a quand même souvent besoin en tant que thérapeute. Ouais. Okay. Et c'est l'avantage d'être deux, du coup, aussi sur les groupes, c'est qu'on peut se permettre de prendre cette posture d'observation et puis de se repositionner aussi, de se rendre compte que parfois il y a des choses qu'on a préparées qui fonctionnent pas, se remettre en question, se dire,
voilà, comment réajuster et se repositionner finalement pour s'adapter au mieux à nos patients. Complètement. C'est bien, parfait. Et au-delà du lien aux animaux, quelles sont les activités de la ferme qui prennent sens dans la thérapie? Alors, il y en a plein. On va passer du jardinage, de la cuisine, du potager, même de l'art par moment. Et en fait, chaque atelier, on va toujours faire en sorte que le sens même soit en lien avec la nature et les animaux. On va toujours ramener ça. Par exemple, dans les ateliers cuisine, qui vont nous permettre de travailler la coopération, le travail d'équipe, même au niveau de la motricité, il va y avoir la découverte des textures, mais souvent, dans nos recettes, on va préparer des choses pour les animaux. On va cuisiner des croquettes pour les chiens. On va aller cueillir des choses dans le jardin pour les cochons d'Inde, pour les poules, etc. On essaye de toujours ramener un lien entre la ferme, finalement, et les différentes activités. Un mini-écosystème, en fait, finalement. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose de très cyclique, finalement. On va planter des choses pour les animaux ou alors pour ramener à la maison. Mais vraiment, c'est dans chaque atelier qu'on va proposer va mettre au travail la patience, l'autonomie, la créativité, par exemple. On fait beaucoup de bricolage, donc on a des outils assez dangereux, la perceuse, la scie, etc. Donc, on apprend aussi la question de la sécurité. Et pour ça, pour pouvoir travailler en toute sécurité, il faut se rendre disponible, mais il faut être un minimum apaisé, parce que quand on est trop excité, on va pas pouvoir confier l'outil qui donne envie aussi de travailler. Donc, ça leur permet constamment d'apprendre à s'autoréguler pour des choses, du coup, pour des activités qui leur donnent très envie aussi. Et qui sont même, au-delà de l'envie, qui sont même nécessaires pour prendre soin d'eux. Donc, par exemple, s'occuper des enclos et l'entretien des animaux, c'est pas forcément quelque chose qui va être agréable pour eux. Ça va peut-être des mauvaises odeurs. Certains sont hyper sensibles aux odeurs. Ça va être très difficile. On va vraiment, quelque part, titiller la difficulté. Et en fait, finalement, OK, c'est difficile là, mais lui, le lapin, il a besoin d'avoir une maison plus propre. Est-ce que c'est possible de faire cet effort-là? Donc, tout de suite, là, on a des cordes qu'on n'aurait pas eues si le vivant n'existait pas dans ces sessions-là. C'est vraiment tout l'intérêt. Et puis, à travers, justement, le jardinage, le bricolage, la construction, on va vraiment travailler des compétences presque académiques qui vont être cachées dans ces activités. Ça paraît très fluide de ce que vous parlez, mais moi je pense qu'il y a un aspect de planning que vous devez faire en day-to-day basis, qu'on appelle ça. Alors, on essaye de préparer un minimum de sessions, mais il y a aussi le risque de, si on prépare trop et que les patients sont pas disponibles finalement pour réaliser ce qu'on avait imaginé. Des fois, on prépare des choses hyper conséquentes. Le risque finalement, c'est de leur envoyer de la déception si on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Donc, on essaye d'avoir une grande souplesse finalement, de se dire, OK, on aimerait aller là, mais si les patients nous amènent ailleurs, c'est OK, il faut que nous-mêmes, on soit dans cette créativité permanente pour pouvoir rebondir et s'adapter à leur rythme. Est-ce que du coup, il faut toujours se réajuster parce que dans un groupe, il va pas forcément y avoir les mêmes facilités et puis les mêmes difficultés. Donc, il faut que le groupe corresponde à chacun. Et donc, c'est vraiment un réajustement. Et ça, c'est vraiment lié avec ce que tu disais tout à l'heure. Finalement, le jeune doit être disponible. Et il y a des fois où ils sont pas disponibles. Donc, nous, notre travail, ça va être d'essayer de tendre vers le fait d'être plus disponible, où là, finalement, on va travailler ces compétences un peu plus complexes, qui va être pour le coup de la planification, pas pour nous, mais pour eux. Donc, on veut créer, on a une idée, comment est-ce qu'on la planifie, comment est-ce qu'on est dans l'exécution, est-ce que finalement les compétences motrices, là, fines ou globales, mettre l'enfant en difficulté parce que d'attacher un crochet, il n'avait pas pensé qu'il avait besoin d'aide pour ça. Donc là, on va vraiment travailler ces compétences beaucoup plus précis. C'est assez spontané, c'est sur le coup que vous allez voir qu'est-ce que vous devez faire. C'est un réajustement permanent finalement. Le planning peut partir. Le planning peut souvent partir. Complètement. On a la trame du planning où c'est finalement, on a beaucoup de sessions entre nous où on réfléchit dans la temporalité plus longue vers quoi on a envie de tendre, et souvent ça répond un peu aux axes thérapeutiques qu'on a travaillé avec les familles. Et du coup, en fonction de là, finalement, même si le programme de ce vendredi, il n'est pas tout à fait respecté, c'est OK parce que malgré tout, on sait où on va et on continue de tendre vers cette direction. Et cette direction-là s'inscrit vraiment dans une idée de les rendre le plus autonomes possible,
à chacun leur rythme et où ils sont et où ils Parce que vont peut-être si pouvoir on aller. nettoyer, par exemple, un lapin, etc., ça peut être un petit peu du jardinage, du fait de ça. Hein. Ouais, exactement. C'est enlever une autonomie, mais presque la mission première, c'est vraiment d'être en lien. De leur apprendre à être en lien, d'être en groupe, de rester dans le groupe, et puis ensuite finalement comment être en lien avec les animaux, avec soi-même, avec les autres, poser des limites. Du coup, Louise, par exemple, tout à l'heure, elle disait, tu donnais l'exemple du chat qui peut sauter sur soi et venir un peu envahir les enfants. Bah, c'est vraiment apprendre à être en lien, apprendre à poser des limites, respecter les limites des autres aussi. Et tout ça, c'est ce que le groupe permet d'offrir. Oui. Et finalement, ça permet peut-être logique et facile, mais des fois, toute une session d'1 heure et demie, notre objectif peut complètement shifter de l'activité préparée à juste faire groupe. Et ce juste est déjà suffisamment complexe, en fait, finalement. Peut-être, si je ne me trompe pas, il y a aussi un petit peer pressure. Peut-être les enfants qui voient les amis, qu'est-ce qu'ils font, et peut-être... Dans certains groupes où ils ont justement cette conscience de l'autre, il y a ce peer pressure, mais dans d'autres groupes, ils ont peut-être pas conscience qu'un enfant est à côté d'eux, par exemple. Ils sont vraiment retirés encore dans la bulle. Donc, ils sont plus loin du lien, finalement. Et quels sont les outils et stratégies thérapeutiques que vous utilisez comme support autour de votre session thérapeutique? Alors là, c'est le moment de remercier Hey Pumpkin qui nous donne plein d'outils concrets pour, avec le premier focus, d'aider les jeunes à se réguler sensoriellement. Parce que si la régulation sensorielle est difficile, la régulation émotionnelle aussi le sera, et vice versa. Donc là, on a par exemple des casques anti-bruit, des heavy blankets, weighted jackets. Donc ça va être vraiment pour aider le jeune à se sentir bien dans son corps, à ne pas peut-être être trop envahi par les informations sensorielles de son entourage. Par exemple, le bruit des voitures qui passent ou le bruit d'un autre enfant qui est en grosse crise, d'une construction. Donc vraiment, là, il y a cette notion de créer une bulle où l'enfant se sent safe et peut se permettre de s'apaiser. Donc ça va être vraiment les premiers outils primaires. On utilise aussi beaucoup de pictogrammes, c'est des petites images, c'est des petites images en fait qui vont finalement rendre visuel les activités qu'on va faire ou les outils qu'on va utiliser pendant la séance. Donc on va préparer comme une frise chronologique de la séance visuelle où les jeunes vont pouvoir du coup se repérer dans où on est arrivé dans les séances. Ce qui va vraiment les aider à être le plus concentré possible dans chaque activité. Et dans cette frise chronologique, ce qu'on va vraiment prendre en compte, c'est aussi des moments de pause qui sont très importants et qu'on peut peut-être oublier en tant que parent, que l'enfant a besoin d'une pause pour pouvoir être ensuite investi dans ce qu'on a prévu. Peut-être les thérapies, ça dure de combien de temps? 1 heure, je sais pas. Alors, c'est 1 heure et demie incluant un temps de 15 minutes de retour aux parents. Et du coup... Ça, c'est pour le groupe. C'est ça. Pour l'individuel, c'est 50 minutes. Ouais. Et puis, là, les outils que Louise a évoqués, c'est vraiment les outils qu'on va utiliser dans la session auprès des jeunes. Mais finalement, un de nos outils aussi prioritaire, c'est vraiment l'alliance thérapeutique qu'on va créer avec le parent, le thérapeute et puis l'enfant. Et puis, on aime et on a à cœur de travailler en collaboration avec tous les professionnels finalement qui veulent prendre en charge le patient également. Et puis, ça peut être les écoles aussi. On fait beaucoup de... Même les médecins. C'est ça, les médecins. Et puis, on propose également d'accompagner des guidances parentales, du coup, mais également tout ce qui est AESH, donc c'est les AVS au niveau scolaire, parce que du coup, parfois, en fait, les outils qu'on utilise, finalement, quand ça fonctionne avec les enfants ou avec nos patients, on peut les transposer dans les autres sphères, que ce soit l'école, les médecins, pour la communication, par exemple, tout ce qui est image, ou même le timer, qui est vraiment un outil magique. Et puis, on va vraiment travailler beaucoup en lien avec les autres thérapeutes qui suivent cet enfant, donc finalement, tout le côté communication, ni Manon ni moi, on est dans cette spécialité-là. Donc là, on va être beaucoup en relation avec la speech and language therapy. Vous avez référé on va référer, ou si elle est déjà dans le picture, on va vraiment beaucoup travailler en lien pour que justement cet aspect de communication puisse être le plus adapté possible aux besoins du jeune. Maintenant,
comment vous faites lorsque vous avez un nouveau, par exemple, personne qui vient chez vous? Comment ça se passe? Expliquez-nous un petit peu lorsque vous avez un enfant qui vient chez vous pour la première fois. Comment ça se passe, Louisiana? Expliquez-nous un petit peu. Donc, déjà, il y a une première prise de contact avec souvent, donc nous on parle plus de jeunes, donc souvent des parents qui sont en demande, qui sont peut-être référés par un autre thérapeute ou par eux-mêmes qui nous ont trouvés. Donc, ils vont soit passer par nous en individuel, soit par moi, le contact qu'ils ont eu. Et soit on va nous penser que l'individuel en psychologie ou en occupational therapy est pertinent, ou alors on va les référer au dispositif de groupe où là on va être à 2 dessus. Souvent, c'est assez complémentaire aussi, donc on aura l'enfant qui est pris en charge individuellement par l'une de nous ou un autre thérapeute, et le groupe va arriver additionnellement à ça. Donc il y aura toujours une première rencontre, soit où on est toutes les deux présentes, soit une de nous, où on va vraiment faire l'anamnèse, qu'on appelle l'historique du patient, le pourquoi il est là depuis sa naissance et même avant. Donc on a Avant, ça m'intrigue un petit peu. Avant, alors, comment ça se passe? Il y a des... Alors, pour ma part, par exemple, je suis spécialisée en périnatalité, et c'est vrai que l'histoire de tout ce qui touche à l'histoire de sa vie, de la conception finalement à la naissance, ça peut avoir des petits impacts sur la vie adulte. Donc, c'est vrai que c'est toujours hyper intéressant de creuser cette dimension-là, généralement. Ça apporte plein de choses, de savoir comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement, comment s'est passée la naissance. Finalement, le tout début dans la vie peuvent aussi impacter certaines choses. Ok, le prix peut impacter le POPS, comme on dit. Complètement. Complètement. Okay. Et quel type d'enfant accueillez-vous chez votre enfant? Alors, déjà, chacune en individuel, on a un public hyper varié, qui commence dès la naissance, finalement, jusqu'à la personne plus âgée. Moi, je suis restée plus en pédiatrie et jeune. Maintenant, son public niveau âge est encore plus varié que moi. Et on va travailler, finalement, c'est des demandes et des difficultés qui vont être d'ordre, du moins du groupe, émotionnel, sensoriel, comportemental aussi. Oublier peut-être des notions. Oui, on a aussi à cœur d'être inclusif, donc on a des patients qui vont être sur le spectre de l'autisme par exemple, ou avec en situation de handicap, ou alors présentant un TSA, un TDAH, donc on va être dans l'hyperactivité cognitive. ADHD. Et quelque chose de très important, tu as dit, Louise, l'école, peut-être, je ne veux pas dire que il n'y a pas des professionnels, mais peut-être il y a des filters, peut-être qu'on ne voit pas à travers l'enfant. Mais peut-être vous êtes plus apte à voir à travers ces filters comment on peut aider l'enfant. Parce que de nos jours, on voit qu'il y a plus d'enfants à l'école qui sont un petit peu comme si des traits de ADHD, hyperactivité. Alors peut-être c'est un diagnostic process qu'on va faire et venir chez vous. Est-ce que vous faites un diagnostic process chez vous? Non, nous, on ne fait pas de diagnostic en soi. Il faut savoir que les diagnostics doivent être vraiment pris en charge par une équipe qui est spécialisée dedans et puis pluridisciplinaire. Et de là, on peut vous contacter. Et de là, où souvent, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille le pré-diagnostic, donc des parents qui arrivent avec une difficulté et qui sont bien loin d'imaginer le diagnostic auquel pourrait appartenir finalement l'enfant, et donc tout le process d'accompagnement, d'acceptation que peut-être en fait leur enfant serait sur le spectre autistique peut prendre beaucoup de temps, et nous c'est hyper important de respecter leur rythme pour ça. Donc finalement, oui, il y a un diagnostic, mais on ne travaille pas avec le diagnostic, on travaille avec l'enfant qui a un diagnostic ou qui n'a pas de diagnostic. Des traits, peut-être on appelle ça. Des traits, exactement. Et puis, on va travailler avec le rythme de l'enfant, mais on va beaucoup travailler aussi le rythme du parent pour finalement intégrer aussi
fameux diagnostic qui peut être posé par une autre équipe, et puis parce que ça prend du temps finalement pour accepter les mots, par exemple, pour accepter le diagnostic de l'autisme, c'est quelque chose qui est pas forcément évident pour les parents, donc on va aussi beaucoup à leur rythme à eux pour la compréhension de tout ça. Et pour ça, on s'oblige vraiment et on met vraiment un point d'honneur sur des sessions seulement parentales qu'on propose de manière fixe, presque obligatoire en fait, pour en tout cas les séances de groupe tous les 3 mois. Et on encourage toujours les parents à reach out. Certains d'entre eux sont en suivi avec Manon, avec moi ou avec un autre thérapeute spécifiquement pour de l'accompagnement parental aussi. Parce qu'on voit aussi, en fonction des années, que l'évolution des enfants dépend aussi beaucoup de l'évolution des parents. Donc, un parent qui va se sentir bien, qui va être dans la compréhension aussi du fonctionnement de son enfant, c'est un parent qui va pouvoir mettre des outils en place pour accompagner son enfant aussi et l'aider à évoluer, parce que du coup nous on voit l'enfant qu'1h30 de façon hebdomadaire, avec parfois en individuel, mais c'est très peu, et du coup c'est vraiment le parent qui va être moteur pour ses enfants, et du coup c'est hyper important cette collaboration. Que 20% et à la maison, c'est les parents qui font complètement. tout. Donc on a vraiment que de empower les parents et de leur dire qu'ils ont des droits, qu'ils connaissent leur enfant mieux que personne, et qu'ils ont un rôle clé et le rôle majeur. Et que leur santé à eux aussi est importante. Exactement. Tout à fait. Exactement, ouais. Tout à fait. Et bon, pour vous dire, une autre question que j'ai à vous poser, c'est votre ferme à Autrement. Lorsque j'étais venu vous voir, et du coup, moi, j'ai une petite fille de 6 ans là, et j'ai un petit lapin et un chien. Et bon, moi je croyais que les thérapies on peut faire à la maison. Parce que moi, si je ne me trompe pas, alors il y a le chien, il y a le lapin, peut-être, elle ne me dit pas, je veux maintenant un oiseau, etc. Alors est-ce qu'on peut emmener cette thérapie à la maison? Est-ce que c'est facile de shifter ou on doit avoir un guide professionnel? Alors, les animaux, comme je disais tout à l'heure, c'est des véritables thérapeutes pour nous. Par contre, le côté thérapie, c'est encore différent. Il est évident que les animaux à la maison, les chiens, les chats, les oiseaux, ça va apporter des choses qu'on a citées, ça va apporter de la sécurité, un sentiment d'apaisement, ça va aider à réguler les émotions. Ça, oui, ça va apporter tous ces bienfaits-là, et même laisser les enfants jouer dans la nature. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement positif pour les enfants. Ça, je te rejoins tout à fait. On encourage. Et qu'on encourage vraiment. Ça va les aider à se reconnecter finalement à la nature, aux animaux. Mais on peut un petit peu réguler avec les écrans, etc. Ça va aider. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment une grosse notion et une grosse bataille, les écrans. On fait beaucoup de prévention pour les écrans au fil des sessions, mais du coup, pour tout ce qui est aspect thérapeutique, c'est vrai que la présence de thérapeute va offrir un cadre qui est différent et qui va être vraiment dans la dimension du soin et mettre du sens finalement sur ce qui joue un petit peu. Donc, à la maison, on peut avoir des effets, des bienfaits de la présence des animaux, et ça va être différent d'une thérapie en elle-même. Je vois. Mais c'est important, on encourage pleinement. Et avez-vous observé des changements ou des progrès incremental, on appelle ça, ou drastiques, lorsqu'ils sont venus à vous, avec les thérapies que vous proposez? Est-ce que vous avez vu ce changement et comment ça se passe? Alors, ce qui arrive souvent, c'est qu'on voit que depuis le début, l'enfant aime être là. Et que ça fait du bien d'être au contact de la nature. Donc ça, on a certains enfants qui vont être plus anxieux, plus inquiets. Il y a quand même une grande partie où on sent un grand épanouissement, un grand lâcher prise au contact de la nature. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va remarquer vraiment dans l'instant. Par contre, rien n'est magique. Donc non, il n'y a rien de drastique. C'est un process thérapeutique qui prend son temps. Et on ne peut pas prendre le train s'il faut marcher. Donc, on va vraiment aller au rythme de l'enfant. Il y a pas de time frame. Peut-être on a un enfant là, on peut mettre un time frame, un autre enfant. Ça dépend. Ça dépend. Case to case basis. C'est vraiment du case to case. C'est carrément impossible de mettre un time frame, surtout que même les objectifs de chaque enfant sont différents. Donc, nous, notre mission, c'est d'imaginer des petits objectifs qui vont finalement être comme les petits pas d'une échelle pour arriver tout en haut. Donc, on sait c'est quoi le tout en haut, mais le tout en haut,
peut prendre des semaines, des mois, des années pour certains. Et nous, on est tout à fait OK avec cette dimension-là. On va travailler pour le coup avec les parents pour que eux, ils aient des expectations qui soient réalistes. Parce que c'est vrai qu'ils arrivent avec une demande ou en tout cas une envie. Des fois, ils vont nous dire on aurait vraiment aimé qu'il ait des amis, qu'il parle avec un groupe d'amis. Et donc, quand on va un peu tâter le terrain avec eux de comment est-ce qu'ils voient que la thérapie les a aidés, on va presque sentir une déception de leur part. Mais en fait, c'est que leur but ultime est very, very long term et que c'est pas après 6 mois qu'on aura vu ça. Donc, vraiment de retravailler l'objectif réaliste est aussi un cheminement avec les parents sur lesquels on les accompagne. Et qu'on a c'est step by step process. You have to do step 1, vous vérifiez, bouger, step 2. Ça prend du temps. Et puis, chaque patient finalement a sa propre singularité et puis la manière dont le patient va être encadré aussi, porté par différentes thérapies annexes et complémentaires, ça va aussi avoir différents impacts. Donc, des enfants qui sont des profils un peu similaires, les évolutions vont être aussi différentes aussi. Donc, on peut pas garantir ça, mais par contre, c'est vrai qu'on rappelle souvent aux parents que effectivement il y a rien qui est magique, qu'on va aller au rythme de l'enfant. C'est souvent un peu ce qui est difficile au début pour les parents, mais on va souvent leur pointer des évolutions que nous on trouve déjà très chouettes, qui peuvent paraître hyper minimes pour eux, mais en fait c'est déjà le premier maillon de l'évolution. Donc c'est chouette. Un petit domino effect parce que ça va Complètement. Et puis finalement, on réalise au fur et à mesure qu'on rencontre beaucoup de familles que c'est des expectations qui sont assez high et qui viennent des fois pas forcément d'eux, mais de l'entourage de la famille, de générations plus âgées par exemple, ou de l'école, et qui sont en total désalignement avec la réalité de vie. Donc des parents qui se mettent beaucoup de pression, mais qu'en fait eux, de sentir qu'on est en totale acceptation de qui est leur enfant, où il en est, je pense qu'on crée une relation vraiment de confiance qui peut amener vraiment à finalement arriver à ces objectifs qui paraissaient hyper lointains, mais d'être vraiment dans un accueil. Et comme on dit en anglais, every little helps. Exactement. Every little change, every little incremental change, ça va faire du bien à l'enfant et bien sûr à l'entourage. Et Manon, Louise, merci beaucoup pour tous les conseils. Avec grand plaisir. Et c'est un projet qui est très formidable à la ferme Autrement. Et continuez votre bon travail. Et peut-être vous avez passé le message. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut vous contacter, comment ça va se passer? Si vous avez un website, vous êtes sur Facebook, comment ça se passe? Alors, on n'a pas encore de website. On est sur Instagram. On a un mail commun pour Autrement et on a aussi chacune nos numéros de téléphone. Donc, le plus facile, c'est par mail ou nos WhatsApp. Et ensuite, nous, on se met en lien pour la suite. Ok, et si on type la ferme Autrement, c'est Autrement Louise et Manon sur Instagram. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Top. En tout cas, merci beaucoup. Plaisir, mais merci à vous, Louise et Manon, pour une fois. Et peut-être à la prochaine. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup.